Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier chat vidéo organisé par Ramsay Général de Santé, consacré aux préjugés sur l'accouchement, quels sont-ils et comment les chasser, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Zoher Rabata, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital privé Armand-Briard à Nogent-sur-Marne. Bonjour docteur. Bonjour. Alors si vous êtes prêts, et je crois que vous l'êtes, Tout à on va fait. tout de suite entrer dans le vif du sujet avec une première question de future maman. Elle voudrait savoir comment on accompagne une patiente qui veut essayer d'accoucher sans péridurale et est-ce qu'on va l'encourager dans sa démarche ou au contraire est-ce qu'on va l'orienter vers une péridurale quasiment de force. D'accord. Bon, alors pas du tout, jamais, la péridurale n'est jamais un acte qu'on fait de force ou qu'on oblige les patientes. Ça reste un choix toujours à la demande de la future maman qui souhaite ne pas avoir mal ou diminuer la douleur des contractions pendant le travail. Donc ça reste un grand progrès évidemment et en termes de confort c'est très bien. Par contre c'est un choix, donc on a effectivement des femmes qui ne souhaitent pas de péridurale ou parfois dans de rares cas qui ont une contre-indication à la péridurale d'ailleurs, qui le souhaitent mais qui ne peuvent pas en bénéficier. À ce moment effectivement on a plusieurs moyens de soulager un petit peu la douleur, même sans la péridurale. Alors au niveau des moyens médicamenteux, on peut mettre des produits au niveau de la perfusion, ça peut être par exemple du Nubin, des antalgiques en perfusion, ça peut être aussi un petit masque avec un gaz qui va soulager un petit peu la douleur. Ça c'est au niveau technique médicalisé. Par contre, pour les futures mamans qui ne veulent pas du tout de médicaments, pour qu'un l'accouchement se rapproche un petit peu plus d'un accouchement naturel, il y en a aussi qui le souhaitent dans ce sens-là. À ce moment, on a d'autres moyens. Alors, j'insiste surtout d'abord sur la préparation à l'accouchement. Donc, c'est bien de bien en parler lors des séances de préparation qui sont organisées en général par les sages-femmes dans la plupart des maternités actuellement. Ça leur permet déjà de diminuer un petit peu l'appréhension, de simuler un petit peu l'accouchement. Ça leur permet aussi de leur expliquer comment il faut pousser, comment il faut respirer pendant le travail pour être bien efficace. Ensuite, dès l'arrivée en salle de travail, alors à ce moment, on a plusieurs moyens, à savoir par exemple une simple déambulation pendant le travail, ça va permettre de diminuer la douleur, le fait qu'elle ne reste pas allongée sur le lit pendant tout le travail. Une simple déambulation déjà, ça peut diminuer la durée du travail, ça peut diminuer les douleurs parce que le bébé va pouvoir se mouvoir dans le bassin et se placer dans une façon un peu moins douloureuse. On peut proposer aussi différentes postures au moment de l'accouchement, même pendant le travail, parce que des fois on a des postures plutôt sur le côté ou dans différentes positions qui peuvent être moins douloureuses que d'autres. Et on peut même aller jusqu'à une douche ou un bain chaud. Ça aussi, ça détend, ça soulage aussi. On a des ballons aussi pour certaines positions qu'on peut même utiliser sous la douche par exemple. Être sur un ballon sous la douche, ça permet aussi de soulager la douleur dans bien des situations. Donc voilà, surtout je voulais bien insister sur le fait qu'une péridurale n'est pas une obligation. Je sais que la majorité des femmes la demandent et en bénéficient. Mais ça reste vraiment un confort au choix de la patiente, en sachant que, par exemple, à Armand-Briard, on a un anesthésiste vraiment dédié à la maternité qui est présent sur place 24 heures sur 24. Donc une péridurale reste toujours possible n'importe quand pendant le travail, même pour les femmes qui parfois elles sont pas vraiment décidées, c'est leur première voilà, c'est le premier accouchement, elles ne savent pas trop si elles vont supporter ou pas. On se met d'accord avec elles, on dit d'accord, elles arrivent, on dit pas de péridurale et puis elles ont toujours le choix de changer d'avis si elles le souhaitent. C'est vraiment quelque chose de libre, non imposé, jamais imposé, c'est vraiment une antalgie qui est vraiment au choix de la patiente. Et il y a beaucoup d'alternatives voilà, donc comme je vous ai parlé, je vous en ai cité quelques-unes qui permettent de soulager les douleurs au cas où il n'y aurait pas de péridurale. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur ces autres méthodes, mais là, dans l'immédiat, on reste sur la péridurale avec celle qui voudrait savoir jusqu'à quelle ouverture du col on peut bénéficier de la péridurale. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard Tout à fait. Alors effectivement, quand on souhaite une péridurale, comme je vous avais dit toujours, bien anticiper les choses, en discuter à l'avance, qu'on sache un petit peu le souhait de la patiente déjà à l'avance. Alors, celle qui souhaite une péri d'emblée,
En général, on attend juste d'être sûr qu'elle soit vraiment en travail, parce que des fois, il y a des petites contractions, et puis ça Ouais. repart, elle retourne chez elle, elle n'est pas vraiment en travail. Donc à partir du moment qu'on est certain que la femme est en travail, qu'elle va accoucher, en général, à partir d'une dilatation à 3 cm, on peut installer la péridurale. Voilà, après dans certains cas, et ça peut aller jusqu'à la dilatation complète quasiment, je veux dire à n'importe quel moment on peut avoir une péridurale si on le souhaite, sauf si vraiment on sent que l'accouchement est imminent. Oui. Il faut savoir qu'une péridurale, ça met un petit quart d'heure pour s'installer, pour être efficace, donc voilà, on ne va pas la faire si vraiment la dame est en train de pousser, elle arrive vraiment à la dernière minute, bien sûr. elle est en train de pousser, on sent que l'accouchement est imminent, là on ne le fera pas juste parce que voilà, ça ne va pas être d'une grande efficacité à la dernière minute. Mais sinon, dès le début du travail jusqu'à la fin de la grossesse, c'est toujours possible, il n'y a aucun problème. D'accord, sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-indication. Tout à fait, bien sûr, dans le cadre des conditions, bien sûr, avec un bilan pré-op, etc. Je ne rentre pas dans les questions techniques médicales, mais voilà, si on est dans les bonnes conditions. Donc, il vaut mieux voir l'anesthésiste, même si même une obligation, oui. Alors, on ne prévoit pas de faire de péridurale, au cas où. Tout à fait, donc la consultation d'anesthésiste est obligatoire en fin de grossesse. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication effectivement à l'anesthésie, d'autant plus que voilà, un accouchement peut toujours évoluer vers une césarienne ou nécessiter une anesthésie. Donc la consultation est vraiment obligatoire, elle est tout à fait... Donc le bilan doit être ça, par contre, la consultation est obligatoire ouais. avec un bilan sanguin préalable qu'on vérifie bien sûr, bien avant l'accouchement. Alors, une nouvelle question est arrivée de Dia. Bonjour, la douleur d'un accouchement est-elle comparable à la douleur d'une fausse couche par cytotech? D'accord. Alors, non, je pense que la douleur de l'accouchement est nettement supérieure à la douleur d'une fausse couche, donc il ne faut pas se leurrer. Un accouchement, les contractions restent douloureuses, effectivement, beaucoup plus que pour une fausse couche, et surtout par beaucoup cytotech, plus... c'est provoqué, c'est ça? C'est pas une fausse Voilà, couche c'est-à-dire spontanée, le cytotech, en général, c'est les personnes qui ont une grossesse arrêtée, à qui on donne un produit qui provoque des contractions pour expulser. Donc non, je pense que les douleurs de l'accouchement sont beaucoup plus importantes et surtout beaucoup plus longues parce que ça dure plusieurs heures. Voilà, donc d'où l'intérêt de la péridurale, effectivement, et du confort que ça peut apporter. Et de la préparation. Et bien sûr, avec tout ce qui va avec, évidemment, qui peut même, cette préparation, elle est utile même avec une péridurale. Elle a d'autres intérêts, ça facilite les choses, ça accélère le travail, etc. Le vécu est beau. De toute façon, on y va plus sereinement. Oui, mais nous, en tant qu'accoucheurs, on voit vraiment la différence entre une future maman qui arrive et qui a eu sa préparation, qui nous écoute, qui accouche vraiment de façon rapide, avec une bonne coopération, et celles qui n'ont pas fait cette préparation, qui parfois viennent comme ça, qui n'écoutent pas, qui poussent un petit peu pas au bon moment, etc. On sent quand même, il faut tout réexpliquer au moment où elle contracte, elle a mal, il faut tout réexpliquer, lui dire comment faire. Dans la préparation, je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'il ne faut pas rater et qui est vraiment recommandée bien avant l'accouchement. Alors, question de Cora maintenant. Pourquoi tant d'épisiotomies? Lorsque l'on discute avec des femmes ayant accouché, j'ai l'impression que cet acte est systématique. Alors, encore une fois, pas du tout, pas du tout. Hein. L'épisiotomie n'est pas du tout systématique. D'ailleurs, et heureusement, son taux ne cesse de baisser d'année en année. Alors, il faut reconnaître qu'il y a quelques années, on avait quelques indications systématiques, on va dire, où certaines écoles... où parfois certains internes nous disaient voilà, c'est plus prudent d'avoir une épisio en cas d'extraction instrumentale, c'est-à-dire forceps ou ventouse, ou parfois chez les primipares, les femmes donc, qui accouchent pour la première fois, que voilà, c'est plus prudent. Là, c'est plus, ou j'espère en tout cas, c'est plus le cas du tout. Il n'y a aucune indication systématique d'épisiotomie. Ça reste au cas par cas, donc... où on la fait que vraiment si on sent qu'on a un périnée qui est vraiment tendu et qu'on va avoir une déchirure très importante, ou un futur bébé qui a vraiment un grand poids estimé, avec... voilà, donc vraiment de rares cas, mais le plus souvent, on ne fait plus d'épisio systématique en considérant que la petite déchirure éventuelle, même spontanée, naturelle, serait plus petite qu'une épisio. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, mais on a aussi parfois, alors je vais rebondir sur ça, parce qu'on a par exemple des futures mamans qui arrivent en disant « Ah, moi je veux surtout pas d'épisiotomie, ne me faites pas d'épisiotomie ». Donc je comprends leur demande, mais je pense que c'est pas vraiment l'approche qu'il faut avoir envers l'épisiotomie. Je pense qu'il faut avoir confiance en son gynécologue.
Sinon, on ne vient pas accoucher Oui, là où on vient. Il faut vraiment faire confiance et laisser le choix. Par contre, contrairement à la péridurale, comme je disais, qui est vraiment au choix de la patiente, elle est libre oui. de dire oui, je veux, non, je ne veux pas. L'épisio, il faut laisser ce choix au gynécologue ou à la sage-femme qui va faire l'accouchement, de telle sorte qu'il ait cette liberté, mais en sachant qu'il ne la fera que si Oui, vraiment elle est il ne la fera pas indispensable. par plaisir, bien Voilà, il évidemment. ne la Donc, fera que si c'est indispensable. Voilà, il faut pas dire non, parce que si on évite une épisio et qu'il y a une déchirure plus importante, on n'aura pas rendu service non. à la patiente. Mais je tiens à préciser que c'est vraiment dans de rares cas Mm. exceptionnels où vraiment elle est justifiée. Mais on constate quand même que ça fait vraiment partie des idées reçues sur l'accouchement. C'est que la péridurale est systématique, l'épisiotomie est systématique. Or, non, quoi, ni l'une ni Non, l'autre ne pas sont du tout. systématiques. Après, tout dépend un petit peu, voilà, l'approche qu'on a. Alors Alors, justement, il y a une question là-dessus de Charlotte qui veut savoir comment faire pour éviter au maximum une épisio pendant l'accouchement et est-ce que l'hôpital propose une péridurale qui permet de continuer à marcher? Donc oui. on imagine une Alors péridurale déjà, un peu tout light. à fait. Alors déjà, pour l'épisiotomie. Donc, effectivement, il y a Comment quelques éviter? moyens, il y a quelques moyens. Donc, alors, on conseille parfois des petits massages du périnée. Donc, le périnée, c'est la zone vraiment entre la partie inférieure de la vulve et l'anus. Donc, cette petite zone qu'on peut masser un petit peu pendant la grossesse avec un peu d'huile d'amande douce, tout simplement. Ça peut faire de l'effet, mais bon, c'est pas d'une grande efficacité, effectivement, mais ça peut assouplir un petit peu le périnée avant l'accouchement. Mais je pense que le plus important, c'est effectivement d'être bien détendu, de ne pas être Mm. crispé le jour de l'accouchement, d'être bien préparé, d'être bien entouré. Ça, déjà, le fait de se détendre. Je reviens sur la préparation, de bien pousser au bon moment, de telle sorte que la descente du fœtus se fasse vraiment progressivement, tout doucement. Euh, on a parfois des femmes qui ont envie d'accoucher vite, qui sentent l'envie de pousser et qui poussent tout d'un coup de façon très forte avec un bébé qui va passer très vite. Et ça, justement, ça peut entraîner des lésions Mhm. importantes du périnée. Donc, c'est pas du tout le but. L'idée, c'est que, bien sûr, quand tout se passe bien, évidemment, je parle bien. Je parle pas dans les cas où on a des Oui, soucis, bien où il faut sûr. accélérer les choses. Mais dans un accouchement normal, il vaut mieux que l'accouchement se fasse vraiment progressivement, en poussant pendant les efforts pendant les contractions, de telle sorte à ce qu'on laisse le temps au périnée de se distendre Mhm. vraiment progressivement, Parce que c'est un avec muscle, hein. oui, donc il y a la Oui. peau, il y a la peau et il y a un muscle derrière, effectivement, que Mm. s'il est tendu, crispé, si la patient est crispée, il Mm. est tendu, forcément, le passage se fera moins facilement que s'il est souple. Après, bien sûr, il y a l'opérateur, bien sûr, l'accoucheur, qui va aussi maintenir la tête du fœtus d'une main, le périnée de l'autre pour l'empêcher de se Mm. déchirer et puis empêcher que le fœtus ne passe trop rapidement, que ça se fasse progressivement avec une bonne distension du D'accord. périnée. On revient aussi sur la douche chaude, par exemple, qui peut aussi aider à Mhm. mieux détendre le périnée. Donc voilà, il y a quelques Il y mesures, a mais des comme je vous astuces. disais, voilà. Mais Et sur la péridurale qui permet de continuer à marcher, c'est quelque chose que oui, vous alors proposez? effectivement, sur la péridurale, tout à fait. Donc là, effectivement, les péridurales, comme j'avais dit, c'est une grande avancée, mais ça a évolué aussi énormément. Donc on n'est plus sur des péridurales fortement dosées où les patientes restaient immobiles sur leur lit sans pouvoir faire bouger le moindre orteil. Donc là, on arrive à faire des dosages avec des péris beaucoup plus légères qui permettent aux patients de se mobiliser encore, de changer de position justement, ou de se mettre dans Mhm. différentes positions, même avec une péridurale. Et il y a même, voilà, donc c'est encore proposé dans pas toutes les maternités, mais dans pas mal de maternités, on a ce qu'on appelle la péridurale déambulatoire, Oui, c'est-à-dire que la patiente peut vraiment même euh, marcher pendant le travail et se balader un d'accord, petit peu dans les couloirs d'accord. tout en Sans ayant une ressentir la péridurale. douleur. Voilà, donc c'est-à-dire que la péridurale va pouvoir diminuer la sensation de la douleur sans empêcher la mobilisation. D'accord. Voilà, donc ça existe tout à fait, on peut le proposer aux femmes qui le souhaitent. Et on a aussi justement des capteurs aussi adaptés. Donc voilà, la médecine profite toujours des progrès Hmm. technologiques. On a aussi maintenant des capteurs pour surveiller le rythme du bébé, Oui, qu'on peut attacher avec des ceintures ou des sangles autour du ventre de la maman, qui sont sans fil. Et donc ça lui permet de se balader et d'accord. ça nous permet aussi de surveiller sur un écran. Donc c'est vraiment Wi-Fi. Ça nous permet de surveiller le rythme du bébé, même si elle n'est pas sur son lit et qu'elle se balade. Nous, on peut continuer à surveiller pendant ce temps-là. Donc ça, c'est un grand confort, effectivement, actuellement. D'accord. Alors, est-il possible de savoir à l'avance si le bassin est trop étroit pour l'accouchement?
Alors tout à fait, ça c'est possible. On peut tout à fait faire une radio. Donc le bassin, il faut savoir qu'il y a le bassin osseux. Donc là, ça qui est plutôt fixe. Donc on a des mesures ou des dimensions vraiment fixes qui ne sont pas très variables dans un accouchement. C'est un bassin osseux fixe. Et puis il y a toutes les parties molles autour qui peuvent être plus ou moins compressibles lors du passage du fœtus. Et du coup, ce bassin, on peut le mesurer avec une radio tout simplement, qu'on fait en fin de grossesse, qu'on peut faire en fin de grossesse, et qui n'est pas du tout systématique non plus, qu'on fait dans de très rares cas, où vraiment on a une suspicion de bassin étroit, ou de très gros bébés. Voilà, donc ce qu'on appelle la confrontation céphalopelvienne, c'est-à-dire où dans certains cas, on peut être amené à comparer les dimensions de la tête du bébé avec les dimensions du bassin pour voir si on a de la marge pour que la dame puisse accoucher par les voies naturelles. Mais les indications restent très rares et en général, on essaie toujours de laisser la nature faire les choses. Dans la majorité des cas, ça ne voilà, fait pas cette radio. Tout à fait, on l'a fait que dans de rares indications où vraiment on a un doute sur les possibilités d'accoucher naturellement. D'accord. Alors, question d'Iptissam. Bonjour docteur, je suis enceinte de mon deuxième bébé. La première fois, j'ai accouché par césarienne à cause du poids du bébé. Après 1 an et demi, je suis tombée enceinte. J'ai 2 questions. Est-ce que mon deuxième accouchement sera par césarienne aussi? Et sinon, est-ce que les épisiotomies sont inévitables? Alors, quand on a déjà eu une césarienne, est-ce qu'on en a forcément une? Ou sinon, est-ce qu'on a l'épisiotomie? D'accord. Alors, l'épisio, on en a parlé, c'est pas du tout indispensable. Et le fait d'avoir eu une césarienne antérieure n'augmente pas le risque d'avoir une épisiotomie. Donc, le fait de faire une épisio ou pas est indépendant de l'antécédent de césarienne. Ça, c'est pour l'épisio. Ensuite, concernant l'accouchement après utérus cardiaque, donc après une première césarienne, là, on ne fait plus de césarienne systématique, donc ça ne se fait pas. Après, tout dépend effectivement de l'indication de la première césarienne. Là, elle dit que c'était gros poids du bébé. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'était parce que c'était un bébé qui avait un poids important. Alors, tout dépend du deuxième. Si on considère, voilà, donc si le deuxième va être un peu plus petit, ou si par exemple il y avait un diabète de grossesse pendant la première qui a fait que le bébé avait un grand poids et qu'il n'a pas pu passer parce qu'il avait des dimensions supérieures au bassin, et que pour le deuxième elle ne fait pas de diabète et que le bébé a un poids normal, il peut passer naturellement. Là par contre, ça pourrait être une indication par exemple de radio du bassin éventuellement pour pouvoir lui dire si on peut ou pas. Mais en règle générale, quand on a une première césarienne, comme on a eu parfois pour des sièges, bien qu'on ne le fait plus maintenant, mais on retrouve des femmes qui ont eu des césariennes pour des sièges par exemple, si le deuxième est en tête, il n'y a pas de raison, elle peut accoucher naturellement. Dans la majorité des cas, les dames qui ont déjà eu une césarienne accouchent naturellement pour le deuxième. On essaie quand même d'éviter la césarienne dans la mesure du possible, vous essayez de privilégier les... Tout à fait, toujours, mais on essaie autant qu'on peut laisser la femme accoucher naturellement, sauf si on voit vraiment que ça va poser problème ou que ça ne va pas pouvoir passer. En revanche, au-delà d'un certain nombre de césariennes, la césarienne devient systématique, non? Alors, au-delà de 2 césariennes, quand la patiente a déjà eu 2 accouchements par césarienne, pour le troisième, on recommande quand même toujours encore, bien que ce ne soit pas systématique, maintenant on a des recommandations, on peut se permettre aussi d'accoucher naturellement après 2 césariennes. Mais là, il faut reconnaître qu'on propose souvent, après 2 césariennes, une césarienne, d'autant plus que souvent, s'il y a eu 2 raisons, si 2 fois elle a accouché par césarienne, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui empêche, donc il va peut-être se retrouver pour le troisième, et aussi parce qu'on a un risque, bon je ne vais pas aller trop dans les complications, mais un risque de rupture utérine, donc c'est quelque chose qui est vraiment très rare, mais qui peut être très grave quand ça se produit, donc ça c'est l'intérêt d'éviter l'accouchement naturel après les 2. Mais toujours, ça reste discutable, vraiment, voilà, on peut toujours discuter en fonction des cas. Voilà. Alors, est-ce que le bébé souffre des contractions? Est-ce que ça peut jouer sur son rythme cardiaque? Et est-ce que les mouvements du bébé diminuent de toute façon au cours du 8-9e mois? D'accord, alors on va commencer déjà par la deuxième question. Oui, donc effectivement, alors le bébé, effectivement, parfois on le sent un peu moins bien bouger ou moins souvent bouger en fin de grossesse, pour la simple raison que le bébé devient à une taille plus importante, et donc il a moins de place au niveau de l'utérus. Quand il est petit, il baigne carrément dans le liquide où il peut se bouger, même se retourner, aller dans tous les sens, se mettre en siège, puis se retourner, passer la tête en premier. En fin de grossesse, après, il est un petit peu plus moulé dans l'utérus, il y a moins de liquide autour, et forcément, il a moins de possibilités de se bouger, donc on va moins le ressentir.
Mais la femme doit continuer à ressentir son bébé bouger jusqu'à la fin toujours, hein. Elle le sentira moins, Oui. mais elle doit toujours le sentir. Si elle ne le sent plus bouger, là, il faut quand même Il faut aller consulter et consulter, vérifier. tout de suite. Alors, on le sent toujours bouger jusqu'à la fin, mais effectivement, les mouvements diminuent. Oui. C'est plus le ressenti, C'est moins voilà, on les sent spectaculaire moins à qu'au la début. fin qu'au milieu de grossesse. Oui. Et est-ce qu'il souffre des contractions? Est-ce que ça joue sur son rythme cardiaque? Non, le bébé ne souffre pas des contractions, sinon on souffrirait tous Oui. de l'accouchement. Non, donc il n'y a pas de souffrance du fait des contractions. Elles sont ressenties par le bébé forcément parce qu'il y a des contractions qui vont un petit peu le resserrer. Donc il va les sentir sans douleur, si c'est ça la question, en fait, sans douleur. Ça peut le gêner peut-être, le Voilà. faire changer de position, Non, des pas choses comme forcément. ça, mais Non, pas- une fois même pas. en général, pendant le travail avec les contractions, il ne changera plus de position, il garde sa Ouais, position. c'est ça. Une fois qu'elle est en travail, il ne va pas changer de position du fait des contractions. Il va sûrement les ressentir, mais ça ne va pas donner de douleur. Par contre, ce qu'il faut distinguer, c'est quand il y a, si dans de rares cas, par exemple, s'il y a une souffrance fœtale ou c'est un bébé qui est fragile parce qu'il y a un retard de croissance ou parce qu'il y a une anomalie quelconque, effectivement, il peut ne pas être amené à supporter ces contractions. Donc, tout l'intérêt de la surveillance du rythme fœtal pendant le travail. Et si on voit que pendant les contractions, il supporte moins bien, il les supporte moins bien au niveau du rythme cardiaque, on sent parfois des petits ralentissements au moment des contractions, ça peut être un signe d'autre chose. C'est pas qu'il a mal ou qu'il souffre, mais ça peut nous amener à intervenir à ce moment en se disant qu'il y a peut-être une fragilité antérieure ou quelque chose qui fait qu'il ne supporte pas. Mais qu'on soit bien d'accord, sur une grossesse normale, un fœtus normal, il ne souffre pas des contractions. Ne le gênent pas. Pas du tout, au contraire, ça permet en fait à chaque contraction, en fait, la tête va appuyer sur le col et permettre de le dilater et de l'ouvrir pour permettre l'accouchement, justement. Donc, tout l'intérêt des contractions. C'est bien fait, finalement. Voilà, la nature est bien faite, effectivement. Alors, question de Marion Turpin. Hier, j'ai été faire un contrôle un monitoring, donc impeccable, mais j'ai fait un malaise à cause de la table dure et du bébé qui a comprimé la veine cave. Est-ce que ça peut m'arriver pendant l'accouchement? Non. Alors, effectivement, ça s'arrive chez certaines femmes. Il y a certaines femmes enceintes qui ne supportent pas la position couchée sur le dos, vraiment à plat, parce qu'effectivement, l'utérus qui est augmenté de taille va comprimer les vaisseaux, notamment la veine cave, comme dit, qui passe le long du dos. D'accord ? Donc, il va y avoir une compression de certaines veines et donc diminuer le passage sanguin, qui peut donner parfois même jusqu'à certains malaises. Alors ces femmes-là, justement, on leur recommande plutôt de se mettre sur le côté, de dormir plutôt sur le côté que sur le dos. En général, ça passe tout simplement en se mettant sur le côté, ça passe. Donc ça n'a pas vraiment de conséquences, elles se sentent parfois pas bien, mais voilà, ça passe en changeant de position, c'est sans gravité. Ça passe en changeant de position. Et pendant l'accouchement, on en tient compte aussi, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on se permet maintenant de faire des accouchements dans différentes positions et pas vraiment toujours forcément sur le dos. Si on voit qu'une femme ou même le fœtus, au niveau du rythme cardiaque, il supporte mieux une position qu'une autre, ben, on ne va pas hésiter à mettre la future maman sur une position qui va être la plus confortable, aussi bien pour elle que pour le bébé. Mais voilà, ça c'est un phénomène naturel pendant la grossesse, qui est rare quand même, mais effectivement il y a des femmes qui sont vraiment gênées par ça. Voilà, et puis ça explique aussi le fait de comprimer les veines, ça explique aussi qu'on a un moins bon retour veineux des membres inférieurs, et parfois on peut avoir des varices ou des œdèmes par exemple au niveau des membres inférieurs pendant la grossesse, qui en général s'améliorent après l'accouchement, et c'est totalement réversible. Voilà, après l'accouchement on n'a plus rien bien sûr. D'accord. Alors, question de Linda sur les formes alternatives d'accouchement à domicile ou dans l'eau qui permettent de réduire le côté médicalisé et encadré de la naissance. Elle voudrait savoir ce que vous en pensez. D'accord. Alors, accoucher à domicile, moi je vais être honnête, en tant que gynécologue, ça ne me semble pas très prudent de nos jours, d'autant plus qu'en France, on a de très bonnes maternités, on est au top au niveau des moyens de surveillance et de prévention. Donc ça ne me semble pas très prudent d'accoucher à domicile. Inutile, voilà, c'est une prise de risque inutile. La principale complication de l'accouchement, c'est l'hémorragie. On peut avoir n'importe quand, n'importe où, une hémorragie de la délivrance. Ça ne prévient pas, même des jeunes femmes qui n'ont aucun antécédent et qui ne sont pas entre guillemets à risque, peuvent avoir une hémorragie au moment de l'accouchement. Donc tout l'intérêt d'être dans une structure médicalisée. Pour cette surveillance et une prise en charge rapide éventuellement quand ça se complique. Structure médicalisée ne veut pas dire forcément qu'on va intervenir. Non. Le fait d'accoucher dans une maternité... C'est là si besoin. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'intérêt d'avoir des médecins à proximité, d'avoir des structures
au cas où il y a une complication, qu'on puisse réagir rapidement. Pour l'enfant aussi d'ailleurs. Pour les deux, aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc voilà, moi j'encourage évidemment tout le monde à aller accoucher dans une maternité, ça c'est clair. Je vais pas, je vais pas dire, voilà, je vais pas encourager des femmes à aller accoucher chez elles, pas du tout. Donc voilà, mais par contre, ces femmes-là qui souhaitent, j'imagine, celles qui veulent accoucher chez elles, c'est plutôt pour avoir un accouchement entre guillemets naturel, ou avec pas beaucoup d'intervention. Ben ça, c'est la même chose, il faut qu'elle en discute avec son gynéco, sa sage-femme, exprimer son souhait d'accoucher avec un minimum d'intervention. Et ça, on peut le faire aussi, on essaie d'adapter l'accouchement, comme on a dit, pas d'épisiotomies, pas de péridurale, dans la mesure du possible. Voilà, donc je leur dis, accouchez dans une maternité qui vous écoute, où on tient compte de vos souhaits, et, on essaye. Je ne sais pas, nous justement, par exemple, à Armand-Briard, on essaie justement, avec le suivi, il y a l'entretien prénatal précoce, où elles peuvent exprimer un projet vraiment individuel pour la façon dont elles veulent vivre l'accouchement, comment elles veulent que ça se passe. Donc on peut très bien discuter de tout ça et essayer d'être le moins interventionniste possible sur un accouchement au niveau de la maternité. Et comme je vous ai dit, il y a toutes ces méthodes alternatives, voilà, tout ce qu'on peut faire, style le bain chaud, etc., pour l'accompagner, même si elle ne veut pas d'intervention. Aujourd'hui, on propose aussi des sorties précoces, aussi en maternité, donc ça, on peut en parler aussi pour ces femmes-là. Elles peuvent sortir vraiment très rapidement après l'accouchement, avec ou sans une sage-femme à domicile, par exemple, qui pourra venir vérifier qu'il n'y ait pas de complications à domicile. Voilà, donc tout ça, on peut le discuter, on peut l'envisager, mais toujours dans un cadre plus sécurisé. Oui, parce que la complication ne peut pas toujours être anticipée. Tout à fait. Malheureusement, maintenant, partout dans le monde, on n'arrive pas à éviter les complications d'un accouchement. Ça reste toujours... Il y a toujours des rares, c'est rare, heureusement les complications sont rares, mais quand ça arrive, il vaut mieux être à l'hôpital, tout à fait. Alors, une question d'Alinou. Est-il vrai qu'il arrive à certaines femmes d'aller à la selle pendant les poussées de l'accouchement? Si oui, y a-t-il un moyen de l'éviter? Oui. Donc voilà, donc tout à fait, ça arrive aussi avec les contractions, les efforts de poussée. Parfois, il y a une petite émission de selle, effectivement, pendant l'accouchement. Alors, mis à part le côté gênant pour la patiente, nous, ça ne nous pose aucun problème. Il ne faut pas être gêné. Un médecin, on est habitué à voir des femmes, voilà. Tout ce qui est au niveau urine, selle, bien sûr, ça, on n'est pas gêné, nous, en tant que praticiens. Donc, elle ne doit pas être gênée si ça arrive pendant l'accouchement. Par contre, pour éviter, oui, on peut alors soit effectivement qu'elle aille à la selle un peu juste avant d'aller avant l'accouchement. On peut aussi, si on ne le fait pas systématiquement, mais à la demande, faire un petit lavement style microlax juste avant l'accouchement, pendant le travail, pour un petit peu évacuer le rectum si besoin. On fait parfois, ou souvent même, un petit sondage urinaire aussi pour vider la vessie avant l'accouchement. Voilà, donc ça, on peut le faire. Mais il faut savoir que voilà, la femme ne doit pas être gênée du tout. Elle est là pour accoucher avec des professionnels. C'est physiologique, on est là pour ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'en soucier, il ne faut pas voilà, que ça, faut pas vienne associer, il faut pas que ça la bloque ou ça la gêne. Elle est en face de professionnels, on est habitué, il n'y a pas à être gêné de ça. Mais sinon, si vraiment, on peut faire voilà, un petit lavement juste avant, pendant le travail, pour diminuer ça. Alors, question de Madame Simon-Tajan. Alors, vous avez déjà un petit peu commencé à répondre. En moyenne, combien de jours la mère reste-t-elle à la maternité? Peut-on y rester plus de 2 jours afin de rassurer les parents sur les bons gestes? Tout à fait. Donc voilà. Il y en a qui ne veulent pas y aller, il y en a qui veulent y rester. Voilà, donc on a de tout. Ben, heureusement, et tant mieux. Il y a tous les cas de figure. Chaque femme est différente, donc et tant mieux. Effectivement, donc pour la sortie, en général, sur un accouchement normal, on fait une sortie autour du 3e jour. Donc ça permet essentiellement de surveiller la maman, le bébé, être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de complications. Ensuite, ça permet aussi d'accompagner, surtout pour une femme qui accouche pour la première fois, ça permet de l'accompagner un petit peu. Au niveau de l'allaitement, des fois, c'est un petit peu difficile à démarrer. On la surveille, on l'accompagne. Une maman, après 9 mois de grossesse, est souvent fatiguée. Le fait de rester à la maternité, ça permet de se reposer aussi, parce qu'on a souvent, quand elle retourne à la maison, bah voilà, il faut du rangement, il faut etc., il faut commencer à s'activer.
Donc ce séjour, il a aussi ce côté Une repos, parenthèse un peu accompagnement, aussi. elle se consacre à son bébé, elle s'occupe de rien d'autre, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir ce petit séjour qui ne doit pas s'éterniser évidemment. En général, on le fait au 3e jour, mais on peut faire des sorties beaucoup plus précoces à la demande. Même chose avec une sage-femme à domicile, comme j'en avais parlé, pour repasser, surveiller si tout va bien ou si la patiente a des questions. Voilà, sinon, même chose, tout ça c'est discutable. On peut négocier, on peut voir une sortie, mais dès le 2e jour, on peut faire la sortie effectivement si tout se passe bien. Et si vraiment on ne se sent pas prête à retourner chez soi? Alors même chose, donc nous Est-ce on qu'on chasse peut pas les rester gens. plus longtemps? Est-ce qu'on Euh, peut se faire accompagner par une sage-femme pour le retour au Tout domicile? à fait. Donc la sortie est toujours proposée. On passe voir la femme si elle se sent prête à retourner chez elle. S'il y a la moindre difficulté, on les garde plus longtemps. Il n'y a aucune limite de temps pour la sortie. Elle peut rester 3 à 4 jours, on voit en fonction, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à Ouais. rentrer chez Tant qu'elle en elle. ressent le besoin, Tout vous à la gardez. fait. S'il y a un souci, s'il y a des difficultés, on les garde plus longtemps. Et voilà. Et d'un autre côté aussi, les sorties précoces sont envisageables Voilà. aussi. C'est vraiment en fonction du souhait de la patiente et du vécu, en sachant que, je ne sais pas, une femme qui accouche pour la 3e ou 4e fois va vouloir sortir beaucoup plus tôt qu'une femme qui accouche pour la Oui. première fois. Voilà, parce qu'elle sait comment ça se passe, elle a l'habitude, voilà. Donc vous tenez compte de tout On ça. tient compte de tout ça, bien sûr. Alors, question de Kabuya Mbouyi Kanjinga. Bonjour, je ressens beaucoup de contractions depuis une semaine. Par quel signe reconnaître le début de travail pour se rendre à la maternité? On ne sait pas à quel D'accord. terme elle en est, Voilà, mais donc, bon, on va bon, supposer que cette femme, elle est à terme. Donc évidemment, si c'est à distance de la date prévue d'accouchement, il faut qu'elle consulte parce que c'est pas normal. Par contre, si elle est proche de l'accouchement, qu'il y a des contractions, alors parfois, il y a souvent des petites contractions, effectivement, avant le jour de oui, l'accouchement, des petites contractions passagères qui durent un petit peu, qui durent pas trop longtemps en général et qui sont pas vraiment douloureuses. Donc il faut distinguer, nous on ouais. distingue la douleur parce qu'en fait, quand on sent que le ventre durcit, on peut avoir des contractions avec une sensation de l'utérus qui devient un peu dur sans que ce soit vraiment douloureux. Donc ça peut arriver souvent avant l'accouchement et puis Ça, ça c'est pas passe. anormal, c'est pas Non, inquiétant. voilà, si on est proche du terme, c'est pas Mm. inquiétant, ça arrive, et puis ça passe, voilà, ça peut arriver. Par contre, là où on vraiment considère qu'elle est en travail, c'est que ça devient vraiment répété, rapproché, une Mm. dame qui contracte, disons, toutes les 3 Ouais. minutes, et que ça devient vraiment douloureux, et surtout que ça se prolonge plus de 2 heures, par Mm. exemple, ça ne s'arrête pas. Là, à ce moment, on peut se poser la Ouais. question si elle est vraiment en travail, elle a intérêt à consulter Mm. pour voir, C'est rare vérifier. qu'un travail passe inaperçu. Non, en général, c'est douloureux, c'est la Voilà. douleur. Donc en Voilà. Si elle a général, mal, ouais, voilà, si elle commence à avoir mal, c'est que, dans tous les cas, il faut consulter, que ce soit le voilà, travail ou pas. Si on a très mal, il faut, voilà, si on a vraiment mal, c'est qu'il y a de faut y vraies aller, quoi. contractions, il faut consulter. Et puis sinon, bah, si en se reposant un petit peu, en s'allongeant, elle voit Voilà. que ça passe, bon, là, c'est que c'est pas vraiment le En travail. prenant un bain. Voilà. Ouais. Mais dans le doute, il faut tout jamais Mm. hésiter à consulter, évidemment, si c'est douloureux, quitte à aller consulter pour vérifier si c'est bien en travail ou pas, euh, quitte à ce qu'elle retourne chez elle si elle n'est pas vraiment en Oui. travail. Voilà, ça, elle ne va pas hésiter à consulter éventuellement. Mais ça peut arriver qu'il y ait des contractions, Mm. donc, qui ne sont pas inquiétantes si on est proche du terme. Alors, question de Marie Vimeux. Bonjour, merci pour ce chat vidéo, déjà. J'ai 2 enfants qui sont nés 1 semaine et 3 semaines avant le terme. Pour un 3e enfant, est-ce qu'il va arriver encore plus tôt? D'accord. Bon, déjà, alors 1 semaine et 3 semaines avant le terme, on est dans les délais. Oui. Donc c'est pas de la prématurité, pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc c'est pas de la prématurité. 3 semaines avant le terme, on est dans les délais. Une femme n'accouche, c'est très rare que les femmes accouchent vraiment au jour calculé. Oui. Voilà, on est dans les délais. La prématurité, ça commence quoi? 4 semaines avant le terme? Voilà, en À peu dessous près, des hein. 37 semaines, donc Ouais. voilà, comme vous dites, 4 semaines, en dessous des 4 semaines, là on est vraiment dans la On est prématurité, et au-delà, on est dans dans un la accouchement norme. normal, Ouais. voilà, dans les termes. Euh, donc on disait... Mais est-ce que, voilà, si on a accouché en avance, entre guillemets, pour oui, les tout 2 à fait. premiers, est-ce que pour le 3e, forcément Alors, il n'y a jamais de règle, bien sûr, une grossesse n'est pas Oui. une autre, il n'y a jamais de règle, mais en général, oui, elle a de fortes chances d'accoucher un petit peu avant le terme. Plus on avance dans le nombre de grossesses, plus l'accouchement se fait un petit peu avant, D'accord. effectivement. Mais si on reste dans les délais, c'est sans conséquence, bien Oui. sûr. Voilà. D'accord. Alors, une nouvelle question de Marion Turpin.
Quand le col est raccourci et ouvert à un doigt à J-9 du terme, au moment du travail, est-ce que ça peut aller plus vite ou est-ce que le travail peut être long quand même? Non, alors on ne sait pas si c'est une première grossesse ou elle a déjà eu Elle des accouchements. ne précise pas. On ne sait pas. Donc non, le fait qu'ils soient un petit peu ouverts avant le terme, ça arrive, hein, donc ça arrive, mais ça n'influe pas vraiment sur la durée du travail, pas forcément. C'est elle qui avait fait un malaise Oui, avec la veine cave comprimée. d'accord. Voilà. Donc là, si son col est un petit peu ouvert avant le terme, ça n'influe pas. Par contre, tout dépend de l'état du col au moment où elle commence à être en travail. Forcément, si on a un col qui est ouvert à 3 cm, théoriquement, elle va accoucher un peu plus Elle tôt qu'une répond dame oui, qui a un c'est col ma vraiment première fermé. grossesse. Voilà, donc c'était sa Elle première est grossesse. là et elle vous répond. Voilà. Donc sur une première grossesse, et qu'il soit un petit peu ouvert, ça n'influe pas vraiment. Mais bien sûr, si on part sur un col qui est déjà ouvert On gagne à un peu de 3-4 temps. cm, Ouais. théoriquement, on devrait gagner du temps. Mais tout dépend aussi de la fréquence des contractions. Est-ce que suite à cette ouverture, elle va contracter de façon importante pour accoucher rapidement ou parfois ça peut aller plus lentement. Donc ce n'est pas vraiment l'ouverture du col arrivé qui va nous renseigner sur la durée du travail qui reste variable aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres critères que l'ouverture du col qui entre en jeu. Alors, question de Johanna Outmesguin. Quels sont, s'il vous plaît, les facteurs qui influent sur l'ouverture du col de l'utérus? Qu'est-ce qui fait que le col s'ouvre ou pas? Alors sur le fait, le col il s'ouvre du fait des contractions. Oui. Utérines, c'est les contractions qui vont, C'est la tête du bébé voilà, qui tout à fait, descend, qui va qui appuyer appuie. sur le col et qui va faire qu'il va s'ouvrir progressivement. Il y a aussi un facteur hormonal, bien sûr, Ouais. avec des hormones qui vont agir au niveau du col directement pour le dilater. Sinon, tout ça se fait tout à fait naturellement, évidemment. Donc pour l'ouverture du col, il n'y a pas vraiment d'attitude ou de geste à faire ou pas pour ça de la part de la patiente. Donc ça reste des phénomènes naturels qu'on ne contrôle pas, aussi bien les contractions que l'imprégnation hormonale. Par contre, nous, on peut intervenir effectivement en renforçant Oui. tout ça. Donc il y a notamment la fameuse ocytocine. Donc on met en perfusion, donc parfois on met une perfusion d'ocytocine pendant le travail qui va accélérer les choses et diminuer la durée du travail. C'est l'équivalent de Voilà. Cytotec? C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est le syntocinon, D'accord. le produit commercial qu'on utilise le plus souvent. D'accord. Mais c'est l'ocytocine qui est une hormone naturelle et qu'on peut rajouter au niveau de la perfusion, qui va permettre aussi bien de renforcer les contractions que de les rapprocher en fait pour qu'elles soient un peu plus fréquentes. Et ça permet d'accélérer le travail, soit parce qu'on a besoin, soit parce qu'on voit que les contractions naturelles sont très espacées et que ça met beaucoup de temps, en sachant que le fait d'accélérer le travail, ça peut avoir un intérêt. Le fait d'accoucher en moins de temps, ça peut entraîner moins de saignements après l'accouchement, ou si on est sur un bébé fragile, comme on avait dit, éviter d'avoir des souffrances suite à un long travail qui peut être fatigant aussi bien pour la maman que pour le bébé. Donc ça, mais qui reste pas, qu'on ne fait pas toujours. Si une dame qui vient, qui a des contractions régulières naturellement, on laisse les choses se faire naturellement. C'est laissé à l'appréciation du Voilà, mais médecin. si besoin, on a ce moyen de faire avancer les choses et permettre de dilater le col un petit peu plus. Pas par confort, parce qu'on a envie que ça dure le moins longtemps possible. Non, non, pas du tout. C'est vraiment si on voit s'il y a une vraie nécessité que médicale. les contractions naturelles sont un peu trop lentes ou que le col ne se dilate pas assez. Alors, Patricia voudrait que vous lui rappeliez ce que sont les fameuses poussées d'ocytocine que vous venez d'évoquer. Voilà, donc ça en général, on ne fait plus de poussées, en fait c'est une perfusion en général, on continue avec un petit débit qu'on peut régler. Donc en général, voilà, donc c'est quand on estime qu'il y a un intérêt, on peut être amené à en mettre dans la perfusion. En général, on prévient la patiente qu'on va rajouter un produit, on lui explique pourquoi, et on la prévient. Et donc voilà, pour la patiente, elle ne va rien ressentir. Bien sûr, ça coule dans la perfusion avec un débit réglable qu'on peut adapter en fonction de la situation. Et qu'on peut même arrêter parfois quand le corps prend le relais. Parfois, on sent qu'il y a un petit relâchement, on met du Synto. Parce que l'ocytocine, c'est naturellement produit par le corps pendant les contractions. Voilà, c'est une hormone naturelle qu'on ajoute de façon artificielle, bien sûr, mais si besoin. Alors, question d'Aurélie Chambon. Mon bébé se présente par le siège. Quels sont les risques? Et est-il possible d'accoucher sans souffrance pour la maman et le bébé? Et comment ça se déroule? Donc hors césarienne, on imagine. Voilà, tout à fait. Alors je tiens à préciser qu'un accouchement avec un siège peut très bien se faire naturellement. Donc on n'est pas obligé de faire une césarienne.
Il faut juste respecter certains critères pour éviter de prendre des risques, effectivement, essentiellement pour le fœtus, mais pas pour la maman, c'est plutôt des risques pour le fœtus. Donc là, on a certains critères qu'on vérifie, notamment justement la fameuse radio du bassin dont on a parlé, qu'on peut être amené à proposer pour comparer les dimensions donc, du bébé et du bassin. Sinon, là, en général, on commence à faire de plus en plus d'accouchements de siège par les voies naturelles. Dans de rares cas, on peut avoir quelques difficultés en cas notamment du relèvement des bras du fœtus. Il faut savoir que en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un bébé qui se présente en présentation céphalique, la tête est la plus grosse partie du corps du fœtus. Donc en général, dès le début, on voit que la tête s'engage dans le bassin ou pas. Et s'il y a une disproportion, que le bébé, par exemple, la tête est trop grande par rapport au bassin, ça va bloquer dès le départ et on sent que la tête ne s'engage pas dans le bassin. Et on peut se rendre compte que l'accouchement ne pourra pas se faire. Pour le siège, c'est les fesses ou les pieds qui vont sortir en premier et puis la tête qui sera en dernier. Donc le risque, c'est que qu'on se rende compte de cette disproportion, que vraiment à la fin de tout le travail, au moment de l'accouchement, ce qui n'est pas tout à fait agréable, ça va nous obliger à réagir vraiment très rapidement. C'est ça, à l'échographie, on ne peut pas l'anticiper. Tout à fait, voir justement. Comment il se présente. Justement, donc pour les sièges, en général, on fait une radio du bassin, par les mesures, et une échographie en fin de grossesse, qui va nous permettre de prendre les mesures du bébé, et pour pouvoir comparer les différentes mesures et du bassin et du fœtus. Et si on a une marge suffisante, on peut se permettre de tenter toujours une voie basse, parce que ça reste une épreuve du travail, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va laisser la femme accoucher sous réserve que tout se passe bien, en lui expliquant bien, qu'elle soit bien d'accord, que sur un siège, s'il y a la moindre difficulté, on peut être amené à faire une césarienne. D'où l'intérêt de faire accoucher chez soi. Ah non, surtout pas pour un siège, encore plus. C'est mieux d'être à l'hôpital. Tout à fait. Et les manœuvres pour retourner le bébé? Alors ça aussi, on peut proposer aussi. Donc effectivement, on peut proposer une version en fin de grossesse. Ça ne marche pas toujours, mais dans certains cas, on arrive à retourner le bébé avec une version, tout simplement. La femme se présente le matin en maternité et on essaye, sous contrôle échographique, de tourner le bébé en appuyant sur le ventre, tout simplement. Voilà, tout à fait, on le pousse, on lui fait faire une rotation pour amener la tête vers le bas. Et donc ça se fait, on peut l'essayer. C'est sans douleur pour lui? Non, pas du tout, évidemment. Il n'y a aucune douleur, ni pour le bébé. C'est un peu désagréable pour la maman, mais ce n'est pas douloureux, voilà, parce qu'on appuie un petit peu sur le ventre quand même. Et puis ça marche, dans certains cas, quand ça marche, c'est très bien. Ça permet de replacer le bébé avec la tête en bas. Et même quand on n'y arrive pas, on laisse les femmes accoucher naturellement par la suite. Ce n'est pas une raison pour ne pas la laisser accoucher naturellement. Alors, question de Gaillet Shirley. Bonjour docteur, je suis enceinte de mon premier bébé, actuellement à 8 mois de grossesse, et je voulais savoir s'il était possible de demander un déclenchement un peu avant la date prévue, vu que le bébé est prévu avec un gros poids pour le moment. D'accord. Alors, là, on rentre un petit peu dans un cas un peu particulier, donc il faut vraiment voir toutes les conditions et bien connaître le dossier. Si c'est un gros poids, il faut savoir est-ce que c'est lié à un problème, est-ce que c'est lié à un diabète par exemple, ou est-ce que c'est juste un gros poids physiologique parce que les deux parents sont grands de taille et qu'ils vont faire un grand bébé, auquel cas ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, si on est dans des situations telles un diabète, là, il faut vraiment discuter au cas par cas et voir quels sont les risques s'il y a une complication sous-jacente. Si c'est juste un gros bébé sans aucune complication, je veux dire sans aucune raison qui peut expliquer, et si la femme a un bassin correct ou si elle est grande de taille, on peut très bien laisser les choses se faire naturellement, en sachant que les dernières semaines ou derniers jours de grossesse, il n'y aura pas une prise énorme de poids. La prise de poids serait vraiment minime. Et puis on va gagner en maturation du col justement, où le col va être plus imprégné hormonalement, où on peut estimer que théoriquement l'accouchement se fera mieux si le travail se fait naturellement que si on déclenche. Par contre, on peut être amené effectivement à déclencher aussi. Elle répond, c'est juste un gros poids, pas de diabète ni rien du tout. Voilà. Alors si c'est pas, on est encore dans des estimations de poids convenables,
on peut la laisser accoucher naturellement avec un travail spontané sans déclenchement. Le déclenchement, il faut savoir que quand on déclenche, tout dépend des conditions à ce moment. Si on a un col vraiment ouvert, dans des conditions vraiment favorables, souvent ça fonctionne bien. Si on est sur un col complètement fermé dans des conditions vraiment défavorables, un déclenchement risque de se terminer en césarienne. C'est le risque qu'on prend pour la future maman si on déclenche sur un col défavorable, en sachant que si c'est juste un gros bébé, bien sûr toujours au cas par cas comme je disais, mais en général si c'est un gros bébé constitutionnel et qu'il n'y a aucun problème, on peut la laisser accoucher naturellement sans déclenchement. Après, elle peut faire confiance aussi à son médecin. Bien sûr, alors, si son médecin lui dit il faut déclencher, s'il y a un intérêt, lui propose pas, voilà, que... comme je disais, s'il lui dit qu'il y a un intérêt, on peut le faire. Ben, le seul risque, c'est que ça ne fonctionne pas, que ça se termine en césarienne. Mais s'il lui a pas proposé, c'est qu'il pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas à terme. Voilà, non, moi je me demande si c'était elle qui voulait être déclenchée dans ce sens-là. Si ça vient d'elle, il n'y a pas de raison d'être déclenchée, on peut la laisser accoucher ou entrer en travail spontanément. Si par contre c'est le médecin qui lui propose, parce qu'il a sûrement des raisons qu'on n'a pas, et ça peut se justifier, dans ce cas, voilà, si c'est le médecin qui la déclenche, tout dépend des conditions sur lesquelles on part, et le seul risque, ce serait éventuellement la césarienne, parce que si le col est vraiment fermé, il se peut que les produits ne suffisent pas pour... sans aucun danger, sans aucune conséquence. C'est juste que ça risque de se terminer en césarienne si on n'arrive pas artificiellement à provoquer un travail. Alors, question de Marion Turpin. Est-ce que la révision utérine est toujours effectuée? Si oui, ma sage-femme m'a dit qu'on pouvait être endormi pour éviter de souffrir. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Alors déjà, c'est vrai que ça tombe bien parce que le sujet de ce live chat, c'était les préjugés. Effectivement, je vois qu'on en a beaucoup. Donc la révision utérine ne se fait pas toujours. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors la révision utérine, ça consiste, donc ça consiste donc après l'accouchement, en fait, on se donne un petit peu de temps pour que le placenta se décolle. Et puis en général, la femme pousse de nouveau pour expulser le placenta, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc voilà. Donc ça se fait en général naturellement, il n'y a pas de souci. Dans de rares cas, il se peut que par exemple le placenta ne soit pas évacué en totalité et en le vérifiant, on se rend compte qu'il y a une partie du placenta ou des petites membranes qui sont restées dans l'utérus, qui n'ont pas été expulsées. Et dans ce cas, on peut être amené à faire donc cette fameuse révision utérine qui consiste à aller chercher avec la main les petites membranes ou des débris qui resteraient dans l'utérus et qui pourraient entraîner des saignements importants par exemple. Voilà, donc ça se fait uniquement dans ce genre de situation ou pour vérifier effectivement la vacuité utérine, si on a par exemple des saignements importants et qu'on a un doute, donc ça reste très rare. Si la femme est sous péridurale par exemple, on n'a pas besoin de faire d'anesthésie complémentaire, ça se fait sous péridurale, voilà. Donc on garde cette péridurale, on la fait sans aucune anesthésie supplémentaire. Si elle n'a aucune anesthésie, là, à ce moment, on peut être amené à faire une anesthésie parce que ça peut être quand même désagréable, un peu douloureux. Donc, dans ce cas, on peut lui proposer effectivement une anesthésie générale si elle n'a pas de péridurale, en sachant que si on n'est pas trop pressé, je veux dire hors contexte hémorragie ou s'il n'y a pas d'urgence vraiment, on peut aussi faire ce qu'on appelle une rachianesthésie. C'est une petite piqûre dans le dos, un petit peu comme une péridurale, qui va endormir juste la partie inférieure. Pour le faire, mais l'anesthésie générale reste vraiment exceptionnelle et comme je vous disais, c'est dans les cas où on est vraiment dans un contexte d'hémorragie, où il faut agir vite et que la patiente n'a pas de péridurale. Ça veut dire qu'on peut quand même accoucher sans péridurale et avoir une anesthésie pour la révision utérine. Uniquement s'il faut une révision. Voilà, oui, mais là, on rentre dans les complications. Là, on n'est plus sur un accouchement physiologique. Là, on est déjà dans un stade. Voilà, dans une situation où on a une situation un peu plus compliquée. D'urgence un petit peu. Et qui est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. En général, le placenta est expulsé en totalité dans la plupart des cas, bien sûr. Alors, question de Marion. Y a-t-il toujours des problèmes de transit après l'accouchement? Alors, problème de transit, j'imagine transit digestif. Pas forcément des problèmes, en sachant que la grossesse déjà entraîne naturellement une constipation parfois, surtout chez les femmes déjà constipées avant, donc la constipation peut être aggravée par la grossesse, tout simplement, et en général au contraire ça s'améliore après l'accouchement. C'est lié aux hormones? Oui, donc il y a des hormones qui ralentissent un petit peu, c'est des hormones
de grossesse, mais qui peuvent aussi avoir un autre effet de ralentissement du transit intestinal et qui peuvent accentuer ou créer une constipation. Il y a aussi le phénomène mécanique de compression des intestins par l'utérus qui va prendre des tailles plus importantes et qui va comprimer les intestins et ralentir un petit peu le transit. Donc ça explique les constipations qu'on a pendant la grossesse, mais qui en général, au contraire, s'améliorent ou disparaissent après l'accouchement. Voilà, une fois que la femme a accouché. Donc en général, il n'y a pas de complications du transit dues à l'accouchement. D'accord. Si c'était bien la question, je ne sais oui, pas si oui, on a bien je répondu. pense que voilà, c'était si c'était bien ça. Y a-t-il toujours des problèmes de transit après l'accouchement? Normalement, il n'y en a pas. Normalement, après l'accouchement normal, il n'y a pas de problème de transit. Non, encore un préjugé. Effectivement. Un de plus. Ouais. Alors, question d'Amélie Riccio. Bonjour, merci pour ce chat. Alors, j'ai une question sur la probable durée du travail pour ma deuxième grossesse. Pour mon premier, j'ai accouché en 3 heures. On me dit que ça risque d'aller plus vite cette fois-ci. Dois-je être encore plus réactive si je sens que le travail commence? En fait, si elle a accouché en 3 heures, ça peut être très rapide. Alors, déjà, effectivement, 3 heures, c'est déjà très rapide. Donc, 3 heures, c'est un accouchement rapide, et tant mieux. C'est un travail rapide pour cette dame, tant mieux pour elle. En règle générale, effectivement, la durée du travail diminue de grossesse après grossesse, c'est-à-dire qu'une femme qui va accoucher pour la 3e fois va avoir un travail plus court que la première grossesse. Donc en général, le temps va en diminuant. Si elle accouche en 3 heures, effectivement, il y a de fortes chances qu'elle accouche rapidement. Elle devrait aller rapidement en maternité dès les premiers signes et ne pas trop attendre. Donc pas être trop loin de la maternité dans les dernières Tout à fait, semaines. voilà. Donc, mais là, on est dans un cas particulier où c'est vraiment un accouchement assez rapide. En général, ça dure un peu plus longtemps. Mais du coup, elle peut s'attendre à quoi? 2 heures, 1h30? Qu'est-ce que après toujours, un accouchement n'est pas un autre, mais ça peut en règle vraiment générale, être très il y a des chances qu'elle accouche rapidement, effectivement, pour son deuxième. D'accord. Tant mieux. Oui, tant mieux, quelque part. Alors, question de Coralie. Des ballons sont-ils disponibles en salle de travail à Armand-Briard pour soulager les douleurs des contractions? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les gros ballons. Dans le cadre, oui, on en a parlé dans le cadre de l'accouchement sans péridurale. Donc effectivement, on a des ballons Armand-Briard. Alors chez nous, on essaie effectivement, on a d'abord, toutes nos sages-femmes sont formées à la formation de Gasquet, qui permet justement d'avoir plusieurs positions pendant le travail, pendant l'accouchement. Donc ça, on peut le proposer. On a des ballons, comme on disait, les femmes peuvent se mettre sur un ballon, ça aura différentes positions pendant le travail. Ça va aider à diminuer les douleurs, ça peut accélérer le travail. Effectivement, ça, c'est tout à fait disponible. On peut le proposer. En général, on le propose quasiment à toutes les femmes, même si elles ne le demandent pas forcément à l'avance, on peut leur proposer toujours. D'accord. Alors, question d'Aurélie Chambon. Si l'on subit une césarienne, il paraît qu'on sent tout, mais sans douleur. Est-ce que c'est vrai? Et quelles sont les conséquences ou les symptômes par la suite? Alors, il faut savoir que pour une césarienne, il faut une anesthésie là. On est dans un cadre d'anesthésie. Alors, le plus souvent, c'est une péridurale ou une rachianesthésie. Donc, la patiente a la petite piqûre dans le dos qui va endormir la partie inférieure. Donc ça entraîne une diminution de la sensibilité, donc il n'y aura pas de douleur. Par contre, c'est surtout la douleur en fait qui va être bloquée, mais pas la sensation. C'est-à-dire que ces femmes-là ne vont pas avoir mal, mais elles vont sentir qu'on appuie sur le ventre, qu'on touche, qu'on travaille. Elles vont ressentir qu'on travaille. Ça va pas être complètement endormie. Non, et elle se réveille et son bébé est là. Voilà. Non. Déjà, donc il n'y a plus le côté anesthésie générale comme on faisait avant. On était obligé d'endormir sous anesthésie générale les femmes, donc complètement pour faire une césarienne, ce qui est vraiment dommage parce que la femme est vraiment coupée au moment de son accouchement. On l'endort, elle se réveille, elle a son bébé à côté d'elle. Il y a vraiment, elle perd quand même pas mal de ce vécu de cet accouchement, du premier contact. Donc la péridurale a ce grand avantage que la future maman va rester consciente, elle voit ce qui se passe, elle entend ce qui se passe. Elle sent, comme je vous disais, si on appuie sur le ventre, qu'on travaille un petit peu ça, elle va le ressentir, mais sans aucune douleur. Donc les sensations, mais pas la douleur. Tout à fait. En revanche, est-ce qu'il y a des séquelles, des conséquences après une césarienne? Non, il n'y a pas de séquelles. Il faut savoir que maintenant, les techniques ont beaucoup évolué. Une césarienne a quasiment le même taux de morbidité ou de mortalité, c'est-à-dire il y a
pas plus de complications ou de mortalité suite à une césarienne que suite à un accouchement normal, tellement les techniques se sont améliorées, aussi bien au niveau anesthésie justement, on a moins de risques avec les produits qu'on utilise actuellement et les techniques qu'on utilise. Au niveau chirurgical aussi, on a amélioré nos techniques de chirurgie. Avant, on était amené à tout, en fait, tous les plans, on était obligé de les couper avec un bistouri ou des ciseaux, ce qui amenait à couper des petites veines, des petits nerfs qui passaient par là. Là, on a des techniques un petit peu différentes qui consistent à faire des petites mouchetures et à écarter les tissus au doigt, qui font que les tissus se déchirent au niveau des zones de faiblesse, avec moins de lésions tissulaires, moins de saignements. Donc ça, c'est des améliorations techniques qui font que les dames ont moins mal en post-opératoire, il y a moins de saignements pendant l'intervention, moins de saignements, c'est-à-dire moins d'anémie, moins de fatigue après l'accouchement. Donc on a vraiment beaucoup amélioré nos techniques qui font qu'une césarienne, qui reste quand même une intervention chirurgicale, pas anodine quand même, pas anodine par rapport à un accouchement par les voies naturelles qu'on va privilégier évidemment. Mais quand il faut savoir qu'une césarienne, voilà, la femme peut être sur pied dès le lendemain, elle reprend son transit rapidement, elle peut manger, elle peut allaiter, elle peut s'occuper de son allaiter, bébé. et comme on a dit, elle reste consciente, on lui montre son bébé juste à l'accouchement, voilà, au moment de l'accouchement, donc ça se passe vraiment dans de très bonnes conditions actuellement. En tout cas, on fait de notre mieux pour qu'elle vive au mieux son accouchement, même s'il y a une césarienne. D'accord. Alors, il reste pas mal de questions et très peu de temps, donc on va essayer de répondre rapidement aux dernières. Donc, une question d'Ambre. Quelle est votre opinion sur l'accouchement sous hypnose? Ma sœur a une peur panique d'accoucher et m'en a parlé comme de quelque chose de possible. Voilà. Alors, tout à fait, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, c'est une alternative aussi, donc j'ai oublié d'en parler aussi, mais on peut proposer de l'hypnose au moment de l'accouchement. Il y a d'autres techniques encore, je n'ai pas parlé de tout. Il y a aussi l'acupuncture, la sophrologie. Il y a beaucoup de d'autres moyens, effectivement, qu'on peut utiliser. Alors, il faut savoir que tous ces moyens ont une efficacité qui est bien inférieure à la péridurale. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, on ne va pas avoir une technique qui va assurer une absence de douleur comme pourrait le faire une péridurale. Ça, c'est clair. Par contre, toutes ces techniques, effectivement, elles ont un rôle, elles ont un effet. L'hypnose, ça permet de détendre, ça permet de soulager. Actuellement, on fait même des interventions chirurgicales sous hypnose. Ça veut dire que quand même, l'hypnose, elle a un rôle. Elle peut atténuer les douleurs, effectivement. Et donc là, ça reste une possibilité pour les personnes, justement, qui ne souhaitent pas ou qui ont une contre-indication à une péridurale, par exemple. On peut leur proposer aussi l'hypnose, effectivement. D'accord. Alors, question de Coralie. En moyenne, combien de temps dure le travail pour un premier bébé? Alors le travail comme même chose, c'est toujours variable effectivement d'une personne à l'autre, mais en général, il faut compter une bonne dizaine d'heures, je dirais, pour un travail moyen, voilà, en sachant que cette durée diminue, comme on avait dit, en fonction du nombre d'accouchements. Une première grossesse va durer un peu plus longtemps qu'une deuxième, une troisième. Donc c'est vrai que l'internaute qui avait accouché de son premier bébé en 3 heures, c'est court quand même. Hein. Ouais. Alors, question de Ombline, les consultations chez l'ostéopathe en pré-accouchement, vous en pensez quoi? Alors tout ça, voilà, comme on a dit, c'est des techniques qu'on peut proposer. Je pense que ça, c'est vraiment en fonction de chaque patiente et de ses affinités. Si elle le souhaite, si elle en a l'habitude pour d'autres choses, elle peut le faire. Voilà, nous on propose aussi de la sophrologie, il y a le yoga, il y a l'acupuncture. Il y a beaucoup de techniques. Ça, c'est vraiment selon les affinités de chacun et les désirs de chaque patiente. Voilà, mais il faut y croire. En tout cas, c'est sans danger. Non, c'est sans danger, bien sûr. Donc, il n'y a pas de danger. On peut essayer. Voilà, les personnes qui le souhaitent, elles peuvent le faire sans aucun problème, bien sûr. Alors, Coralie encore, y a-t-il des techniques pour faire en sorte d'avancer la date de l'accouchement? Par exemple, marcher, manger épicé. C'est vrai que ça aussi fait partie des idées reçues. Monter les escaliers. D'accord. Alors, d'abord, nous, pour rester dans le physiologique, on n'a aucun intérêt à accélérer l'accouchement ou la durée. Parce que si on estime que la dame ne se met pas en travail, c'est que voilà, c'est que c'est pas encore le jour, c'est que voilà, c'est que sa grossesse n'est pas encore arrivée au bout et que voilà,
Le petit bébé a encore besoin de quelques jours ou quelques semaines, le col n'est pas encore mature, il faut laisser les choses se faire naturellement. Donc pour nous, il n'y a aucune raison d'avancer les choses, c'est 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour avoir un bébé et une maman en bonne santé. Il faut essayer de respecter ça autant que possible, sauf quand effectivement on a un souci ou on a une complication qu'on veut être amené à extraire l'enfant un peu plus tôt. Bon là on a des techniques médicales, notamment les médicaments, des médicaments comme l'ocytocine entre autres, qui permet de provoquer les contractions et de provoquer un accouchement. Donc ça existe. Après, on a certaines patientes qui sont vraiment effectivement fatiguées en fin de grossesse, qui ont mal au dos, ça devient lourd, ça devient vraiment fatigant. Effectivement, en général, on propose de marcher. Donc le simple fait de marcher, ça peut accélérer les choses. On leur propose de s'aimer aussi. Ça aussi, pareil que ça peut avancer les choses. Voilà, en général, c'est ça, les bains chauds, mais voilà, un accouchement, ça viendra quand ça viendra. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal, tout ça déjà. Non, ça ne fait pas de mal, ça aide un petit peu, mais voilà. Mais oui, il y a un terme qu'il faut respecter. Voilà, soit on laisse les choses faire naturellement, ou si on déclenche à ce moment-là, on intervient avec des produits adaptés. Mais parce qu'il y a une raison. Voilà, s'il y a une raison, bien sûr. Alors, deux questions pour finir que je vais vous poser ensemble parce qu'elles se rejoignent, elles portent tous les deux sur le diabète. Donc, une question de Mère Trésia. Bonjour, je voudrais savoir, je suis au 3e trimestre de ma grossesse, mais je stresse vraiment. J'ai un diabète gestationnel et je me pose énormément de questions sur mon accouchement. Et question de Camille, diabétique de type 2, est-ce que toutes ces variations hormonales vont influer sur ma maladie? D'accord. Alors là, on a deux situations différentes. Alors la personne qui a un diabète antérieur à la grossesse, celle-là doit absolument consulter et se faire suivre par son gynéco avant la conception, donc pour permettre éventuellement d'adapter un traitement, que ce soit des comprimés ou de l'insuline, qu'on puisse l'adapter et ne pas qu'elle ait des produits contre-indiqués pendant la grossesse. En général, on essaie toujours d'équilibrer le diabète avant la conception, que ce soit bien équilibré avant et pas une fois que la grossesse est en cours. Et ça, c'est à distinguer de la personne qui a un diabète gestationnel, donc un diabète qui survient au cours de la grossesse, en général en fin de grossesse. D'accord ? Et qui disparaît après. Voilà, qui le plus souvent disparaît après l'accouchement. Donc, concernant les patientes qui ont un diabète vraiment gestationnel qui est arrivé pendant la grossesse, il faut juste bien équilibrer son taux de sucre. Ça peut aller sur un régime ou un traitement, en fonction des cas. À partir du moment où le diabète est bien équilibré, en général, on n'a pas de conséquences. La grossesse se déroule naturellement et l'accouchement aussi, sous réserve que ce soit bien équilibré tout au long de la grossesse. Dans de rares cas, malgré un régime, malgré l'effort maternel, il se peut que ça s'aggrave et à ce moment, on peut être amené à mettre de l'insuline ou un traitement, par exemple, pour équilibrer. Et là, bien sûr, donc c'est en fonction des situations. On peut être amené à intervenir effectivement si on a un déséquilibre important du taux de sucre. Là, il se peut qu'on soit amené à intervenir parce que ça peut avoir des conséquences pour la maman et pour le bébé. D'accord, mais le bébé n'est pas diabétique? Non, pas du tout. Non, le diabète ne sera pas forcément diabétique. Il y aura une surveillance du taux de sucre du bébé aussi parce qu'il aura été sous influence pendant 9 mois, mais il ne sera pas diabétique, non. D'accord. Alors, le chat est terminé, donc il y a beaucoup d'internautes qui vous remercient. Marion Turpin, un grand merci au docteur pour ce super chat. Amélie Riccio, merci beaucoup. À mon tour de vous remercier. Donc, merci beaucoup, docteur Zohar Rabata. Je vous en prie. Donc, on espère avoir bien fait le tour de tous les préjugés liés à l'accouchement et avoir contribué à y mettre fin. J'espère, oui. Voilà. Alors, moi, je voulais juste dire un dernier mot, c'est que ce qu'il faudrait, c'est que les femmes puissent... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de préjugés, effectivement, et qui ne sont pas toujours justifiés. Il y a eu des améliorations, effectivement, aussi, qui font que les personnes peuvent penser encore qu'on a encore des habitudes qu'on n'a plus. Et puis, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que l'accouchement soit le plus personnalisé possible. On essaye d'adapter l'accouchement au désir de la future maman, qui ne doit pas hésiter à s'exprimer, de faire son entretien prénatal, d'exprimer tous ses désirs avec la sage-femme ou le médecin qui la suit. Et puis on essaye de faire au mieux pour qu'elle ait vraiment un accouchement comme elle le souhaite. Et puis on n'est plus dans, comment dire, elle n'est pas obligée de prendre le menu, si je peux m'exprimer ainsi, mais on peut vraiment faire actuellement un accouchement à la carte, selon les désirs de chaque patiente, qui peuvent aller aussi bien dans un sens que dans l'autre, de telle sorte que ce moment reste privilégié et qu'il se passe au mieux pour la maman et pour le bébé. Merci beaucoup, Voilà. docteur. Et
pour toutes les internautes. À bientôt peut-être sur une prochaine opération. Merci.